Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Conférence de presse de Coris Banque Internationale du Bénin, objectif échanger et partager sur les grands principes de la finance islamique avec la clientèle. Bon nombre de personnes ont recours à l'automédication, pourtant elle n'est pas sans risque pour la santé. À quoi s'expose-t-on en optant pour l'utilisation des médicaments hors prescription médicale? Les précisions à suivre. Les énergies renouvelables apparaissent aujourd'hui comme une véritable opportunité pour lutter contre le chômage. Quelles sont ces opportunités d'emploi dans ce secteur? Un spécialiste des énergies renouvelables nous éclaire. Bienvenue dans ce journal. Depuis sa création en 2016 au Bénin, Coris Banque Internationale ne cesse d'innover en vue de satisfaire sa clientèle. Elle est la solution alternative de financement qui se veut participative, responsable, sociale et éthique. Les responsables de Coris Banque Internationale Bénin ont jugé important d'organiser une conférence de presse à Cotonou pour un moment d'échange et de partage sur les grands principes de la finance islamique à la population d'une manière générale et à sa clientèle plus spécifiquement. Reine Ouira et Daniel Ada y étaient, suivant le compte-rendu. Coris Banque Internationale, une banque qui reste conforme aux principes et prescriptions de la loi islamique. Elle a pour objectif d'approfondir la compréhension de la finance islamique. La finance islamique est par essence une finance éthique, d'où alors elle est gouvernée par des principes. On va citer les principes fondamentaux en la matière, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait de l'intérêt, soit perçu, soit donné. Il ne faut pas non plus qu'on finance les secteurs qui sont prohibés par la finance islamique. Et troisième règle, il faut qu'il y ait une transparence dans le comportement. Notamment, il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle l'aléa ou l'incertitude dans les relations. Il ne faut pas non plus qu'on finance les secteurs tels que le jeu au hasard, les secteurs de paiement d'armes, etc. Là, c'est considéré anti-islamique. Les différentes présentations faites aux participants ont permis d'insister sur les produits qu'offre Coris Banque Internationale. Coris Banque Internationale Bénin, en plus de la finance conventionnelle, offre également à sa clientèle la finance conventionnelle à travers une branche dédiée qui est en fait Coris Banque Baraka. Coris Baraka va collecter des dépôts à travers le compte Wadia, qui est un compte de dépôt à vue, donc à travers le compte d'investissement Moudaraba et Wakala, qui sont des produits qui permettent effectivement de collecter, mais et surtout de rémunérer. Mais la différence fondamentale avec la finance conventionnelle, c'est que la rémunération est basée sur un investissement réel. La finance islamique finance également l'économie réelle. Elle est certes basée sur la loi et l'éthique islamique, mais elle reste ouverte à tous. Des finances, on passe à la santé avec l'automédication. C'est depuis la nuit des temps que cette pratique se développe. L'automédication est une pratique qui consiste à s'improviser médecin afin de se soigner soi-même lorsqu'on est malade. Et bien que cette façon de faire peut sembler des fois efficace, elle n'est pas sans danger pour la santé. À quoi s'expose-t-on en cas d'automédication? Élément de réponse dans ce reportage de Cédric Soswagbo et Ulvaeus Balogun. Prendre un comprimé pour atténuer un mal de tête ou une soudaine douleur est aujourd'hui ancré dans les habitudes quotidiennes. De sorte que dans presque chaque famille, il n'est pas surprenant de voir une boîte ou armoire à pharmacie avec des médicaments précédemment prescrits. C'est une échappatoire la plupart du temps, parce que parfois on y est contraint. Avant, avec 10 000 francs, quand l'enfant fait le paludisme, on avait le courage de l'amener à l'hôpital. Mais je ne sais quel parent a aujourd'hui encore le courage de se pointer dans un hôpital s'il n'a qu'un billet de 10 000 francs dans la poche. Par le passé, l'enfant était déjà malade, tu es allé, on t'a prescrit des médicaments et quand tu as utilisé ça a marché.
Pour ce fait, là, l'enfant tombe encore malade et que tu vas toi-même acheter les médicaments, les mêmes qu'on t'a déjà prescrits par le passé. C'est depuis la base que nous sommes éduqués à nous auto-traiter. C'est difficile chaque fois. À chaque fois qu'un enfant présente un signe de toux, il faut aller à l'hôpital payer 10 000. Ça fatigue et on n'a pas l'argent. Or, même pour de petits maux a priori, se soigner seul peut présenter un danger. L'automédication peut également entraîner un retard au diagnostic d'une maladie potentiellement grave. Vous ne le savez sans doute pas, mais le paracétamol, qui est un médicament très commun et très banal, est le médicament le plus incriminé dans les intoxications médicamenteuses. La prise de médicaments est en effet loin d'être un geste anodin. Il faut savoir que tout médicament peut exposer à des risques, surtout lorsqu'il est mal utilisé. La prescription de médicaments par un professionnel de la santé est strictement individuelle et dépend de plusieurs facteurs laissés au seul jugement du prescripteur. Et cette prescription est très dynamique, c'est-à-dire le médicament prescrit au patient à l'instant T peut ne plus être le plus adapté pour ce même patient à l'instant T plus 1. Le risque le plus grave reste le risque de surdosage du médicament qui peut entraîner une intoxication médicamenteuse pouvant être fatale. Si pour certains, l'automédication permet de se soulager et d'anticiper l'aggravation de mal, se soigner seul demeure une pratique dangereuse avec des conséquences parfois incontrôlables. Dans le secteur des énergies renouvelables, les filières habituellement mises en avant, comme l'éolien, les photovoltaïques, la fabrication des lampes solaires, apparaît aujourd'hui comme une véritable opportunité pour lutter contre le chômage. C'est une excellente source d'emplois avec un total de 2,3 millions d'emplois verts créés ces dernières années sur l'ensemble du secteur. Quelles sont ces opportunités d'emploi? Espérance Wissou, spécialiste des énergies renouvelables, on parle au micro de Donatien Falola et Amandine Anyambossou. Nous avons plusieurs types d'énergie qui concourent aux énergies renouvelables. Donc, nous avons l'éolien, nous avons le solaire, nous avons l'hydro, nous avons tout ce qui est un peu gisement naturel. Les énergies renouvelables aujourd'hui sont plus qu'un secteur d'avenir parce que ce sont ces énergies qui vont nous permettre demain de faire non seulement de faire facilement la transition énergétique pour aller vers des énergies qui protègent davantage l'environnement parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui notre environnement est mis à rude épreuve avec les effets des changements climatiques. Donc sur ce, on est en train d'utiliser aujourd'hui les énergies renouvelables pour un temps soit peu changer le modèle énergétique, non seulement changer ce modèle énergétique et pour concourir aussi à des sources d'énergie très propres pour pouvoir protéger l'environnement. Vous savez, quand vous prenez même un secteur en plein essor, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup d'opportunités d'emploi dans ce secteur. Aujourd'hui, quand vous regardez même le paysage de notre pays, les énergies renouvelables, particulièrement ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire l'énergie solaire est en vogue. Beaucoup, même d'électriciens simples d'hier, sont en train de se transformer en spécialistes d'énergie. Donc, il y a tellement et suffisamment d'opportunités pour les jeunes dans ce secteur et que moi, je convie vivement les jeunes à rentrer dedans. Ceux qui sont encore dans un cursus scolaire ou universitaire, ils peuvent embrasser ce domaine pour étudier dedans et se faire spécialiser. Et dans le même temps, et ceux qui n'ont pas un niveau élevé ou qui sont un peu dans l'électricité sur le tas, peuvent chercher à se spécialiser dans ce secteur pour qu'on ait, in fine, des acteurs qualifiés. Nous conseillons vivement aux gens d'aller vers cette source d'énergie tout au moins pour avoir tout au moins une idée de contribuer à la préservation de notre environnement. Ce 8 février, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la prière et de réflexion sur la traite des êtres humains. La journée a été instituée en 2015 à l'initiative du pape François. Le choix du 8 février n'est pas le fruit du hasard puisque cette date correspond à la fête de Sainte Joséphine Bakita, une Soudanaise qui a été vendue comme esclave, maltraitée puis rendue libre.
Lors de la première édition, le cardinal Peter Turkson avait rappelé que des millions de personnes de par le monde sont privées de liberté et contraintes à vivre pratiquement en esclavage. Pour marquer la célébration de cette année, le thème retenu est « Cheminer en dignité ». Suivons à présent la Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin, présentée par Amandine Anyambossou. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement au Bénin viennent de signer le document du projet de renforcement de la résilience des communautés agricoles des zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques. C'est un projet spécifique au profit des communes de Djougou, Kopago, Waké et Malanville. Le projet a pour objectif de contribuer à atténuer l'impact des activités agricoles sur le climat en favorisant le reboisement, l'agroforesterie, les techniques agroécologiques, la gestion des déchets agricoles et l'utilisation d'énergies renouvelables. Le Royaume de la Belgique est le principal bailleur du projet. Les classes culturelles sont désormais opérationnelles sur l'ensemble du territoire béninois. Le lancement officiel a eu lieu à Cotonou. Ce projet a été institué par décret gouvernemental pris en 2018. L'objectif est de favoriser la détection et la promotion des talents artistiques et culturels des apprenants dans les écoles. Le coordonnateur du projet, Blaise Tchitchao, a expliqué que d'importantes diligences ont été faites avant cette phase de concrétisation. Il s'agit entre autres de la validation des curricula de formation, l'acquisition des matériels et équipements d'apprentissage, le recrutement et la formation de 890 encadreurs culturels qui ont été déployés dans les 77 communes du Bénin. Cette phase initiale expérimentale se déroule dans 89 établissements publics et privés et concerne les disciplines musique, danse, théâtre et arts plastiques. CAN Junior 2023, les écureuils poursuivent leur stage avant le coup d'envoi. Ils ont livré un match amical ce 7 février. Les poulains de Mathias Deguenon se sont offerts l'équipe espoir du club marocain Wydad sur un score de 2-0. Avant le démarrage du stage du Maroc, le 30 janvier dernier, les jeunes footballeurs béninois étaient en décembre 2022 en Afrique du Sud. Évoluant dans le groupe C, l'équipe du Bénin défie le mardi 21 février son premier adversaire qu'est la formation de la Zambie. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.